Timmins. Cette petite ville du nord de l'Ontario se trouve dans une région aux vastes ressources naturelles, très loin des centres urbains situés plus au sud. Timmins est une ville minière et forestière. Beaucoup de forêts, d'arbres l'entourent et beaucoup de rocs. Nous sommes dans le bouclier canadien. Les gens de Timmins sont de bons travailleurs miniers. Ils s'entraident. Tout le monde, connaît un parent de quelqu'un. Lorsqu'un événement malheureux survient dans une ville comme Timmins, tout le monde connaît les personnes concernées de près ou de loin. C'est une collectivité très unie. Au milieu des années 90, Raymond Cawley vit à Timmins avec son épouse et leurs 2 enfants. Comme plusieurs habitants du coin, il travaille à l'extérieur dans l'industrie minière. Il était un prospecteur, un ouvrier forestier. Avec son frère, il délimitait les concessions minières pour une société d'exploration. Il était un joueur important et il était bon. Tout le monde aimait Ray. C'était un blagueur. Il avait un grand cœur. Un très grand cœur. Si vous aviez connu Ray, vous ne l'auriez pas oublié. Cependant, en 1995, la famille Cawley subit un dur coup. L'épouse de Ray est hospitalisée en raison d'une maladie chronique. J'ai vu toutes sortes de choses dans ma vie. Mais Ray prenait soin de sa femme. Il passait énormément de temps à l'hôpital. Tous les jours, il s'y rendait. Il ne restait pas là que pour une quinzaine de minutes. Il arrivait le matin et repartait le soir. Il y retournait le lendemain et recommençait encore et encore. En juillet 1996, l'épouse de Ray meurt après 1 an de combat contre sa maladie. Ça a été très dur. Nous étions très proches. Il n'y avait que moi et mon frère et cela a été très difficile pour mon père, très, très difficile. Il venait en quelque sorte de perdre sa meilleure amie. À l'hiver 1996, Ray est de retour au travail à temps plein et tente de s'adapter à sa nouvelle vie. 1er novembre 1996. Après une dure semaine de prospection, Raymond Cawley projette de passer une soirée à s'amuser en ville. Il avait beaucoup neigé, c'était très glissant. Alors ils ont terminé la journée de travail plus tôt. Ray a reçu son chèque de paye, il est allé à la banque et en est ressorti avec $600. Vers 16h30, il était à l'hôtel Algoma pour boire quelques verres avec son frère Roland. Nous nous amusions bien. Ray choisissait la musique dans le jukebox et jouait au billard. Il venait de vendre une concession. Il n'avait pas encore reçu tout l'argent, mais nous en avions assez. Il avait une liasse de billets de banque dans la poche de sa chemise. Chaque fois qu'il sortait son argent pour payer une tournée, tout le monde le voyait. Je lui répétais de ne pas faire ça, qu'il allait avoir des problèmes. J'ai dû lui dire une bonne dizaine de fois ce soir-là, mais il continuait de montrer son argent. Il était heureux, il n'allait pas s'arrêter. Peu après 23 heures, Roland et son épouse partent, mais Raymond décide de rester. Il avait tellement souffert lorsque ma mère est décédée. Il voulait juste s'amuser. Le lendemain matin, 2 novembre 1996, la fille de Ray Cullen, Christine, remarque que son père n'est pas rentré. Je savais que le vendredi, il était censé être à la maison avec moi, mais il n'y était pas. Je ne me suis pas posé de questions et je n'étais pas inquiète. C'était un homme d'une 50aine d'années, il savait ce qu'il faisait. Mais le dimanche matin, j'ai su que quelque chose n'allait pas, car il ne m'aurait pas laissé seule 2 soirs de suite. Nous avons passé beaucoup de temps à sillonner Timmins, à visiter les motels, les bars, les restaurants, mais nous ne l'avons pas trouvé. Le dimanche soir, Christine prévient la police de la disparition de son père.
Elle a appelé pour dire qu'elle n'avait pas vu son père depuis quelques jours et que c'était très inhabituel de sa part de ne pas rentrer chez lui. Elle nous a dit qu'il conduisait une camionnette de location qu'il utilisait pour le travail, une camionnette rouge. Elle nous a aussi donné le numéro d'immatriculation. Les policiers en patrouille gardent l'œil ouvert pour apercevoir Raymond ou sa camionnette, mais n'en voient aucune trace. Toutefois, quelques jours plus tard, les locataires d'un édifice à logement se plaignent à propos d'un véhicule garé dans leur stationnement. J'ai reçu un appel à propos d'une femme qui se plaignait d'un véhicule garé dans son espace de stationnement. Sur place, en vérifiant le numéro d'immatriculation, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de notre véhicule disparu. Il y avait du givre sur le pare-brise et les fenêtres latérales et une note sous un essuie-glace qu'une autre femme avait laissée la veille parce qu'elle était ennuyée que le véhicule soit garé à cet endroit. J'ai ouvert la porte et j'ai vu un corps allongé sur la banquette. J'ai vérifié ses signes vitaux, mais il n'y avait rien. Il s'agit bien de Raymond Cawley, dont le corps est gelé. En tant que policier, je devais protéger l'endroit, m'assurer que personne ne pénétrait dans le véhicule ou ne touchait au véhicule. Je devais protéger tout élément de preuve, peu importe qu'il s'agissait d'un accident ou d'un homicide. À ce moment-là, je ne savais rien. On appelle des membres de la division des enquêtes criminelles afin d'examiner les lieux. Lorsque je suis arrivé, le constable Trebilcock était là. J'observais M. Cawley dans le véhicule. Il semblait avoir été assis du côté du passager, puis s'être affalé vers le côté du conducteur. L'agent d'identification a pris des photos de l'extérieur et de l'intérieur de la camionnette, de la façon dont les choses étaient placées dans la camionnette. Il n'a rien touché. Il a seulement pris des photos. Nous avons ouvert la porte du passager et nous avons vu une casquette sur la banquette près de M. Cawley. Il y avait un peu de sang autour de son nez. À ce moment-là, nous croyions qu'il était peut-être tombé et s'était cogné la tête, ou qu'il s'était endormi dans le véhicule pour ensuite mourir de froid dans son sommeil. Le corps de la victime et la camionnette sont emmenés pour être examinés de plus près. C'est à ce moment qu'on apprend la terrible nouvelle à la famille de Ray Cawley. Je me suis rendu à l'endroit où Christine travaillait pour lui parler. Je ne crois pas qu'ils ont eu besoin de parler. En les voyant, j'ai su qu'il était mort. Ce fut très difficile pour elle. Elle était très proche de son père. Et elle venait juste de perdre sa mère en juillet de la même année. Elle a été secouée. En raison des circonstances suspectes du décès, la police exige qu'on procède à une autopsie. Le 6 novembre, j'ai escorté le corps du défunt jusqu'au Centre des sciences judiciaires de Toronto. C'est le docteur Martin Queen qui a effectué l'autopsie. Il a d'abord fait une radiographie de la tête de la victime. C'est là que nous avons vu que la victime avait été tuée par balle. On voyait 4 balles, dont 3 dans le cerveau et une logée dans le crâne, à l'arrière de la tête. Les balles sont de calibre 22, probablement tirées avec une arme de poing. En outre, l'argent que Raymond Cawley avait sur lui a disparu, ce qui pourrait être le mobile du crime. J'ai reçu un appel du constable Mordson, qui était à la morgue de Toronto. Il nous a informé que M. Cawley avait reçu 5 balles dans la tête d'une arme de petit calibre. Nous étions plutôt surpris de n'avoir pas remarqué ces 5 trous de balles. Nous avons tous été secoués. Initialement, nous croyions que quelqu'un lui avait donné une raclée avant de le voler. C'est l'impression que nous avions eue.
La tension a donc augmenté avec cette nouvelle. Malgré les efforts de la police pour ne pas ébruiter l'affaire, la nouvelle que Raymond Cawley a été tué par balle se répand vite et laisse les habitants de Timmins sous le choc. Je crois que nombre de rumeurs et de spéculations sont alors apparues. Était-ce de la violence aléatoire, de la violence associée aux gangs, aux motards, à la drogue? Les gens voulaient savoir qui avait commis ce crime. Qui a tué Raymond Cawley et pourquoi? C'étaient les principales questions. Alors que l'enquête se poursuit, on découvre de nouveaux indices dans la camionnette où Raymond a été retrouvé. On dresse enfin un scénario clair du déroulement de ce crime violent. Novembre 1996. Dans la petite ville de Timmins, en Ontario, Raymond Cawley, 52 ans, a été assassiné dans sa camionnette, victime de ce qui semble être un meurtre de sang-froid. Les membres de sa famille vivent maintenant dans la douleur et la peur. Le meurtrier est encore en liberté. J'étais en colère et j'avais peur. Ces choses-là n'arrivent pas. C'était très difficile à accepter. J'avais très peur d'être la prochaine. Que mon frère, mon oncle, n'importe qui d'autre soit le prochain. Je ne voulais pas rester seule à la maison et je devais toujours avoir quelqu'un avec moi. Toujours. Les habitants de Timmins sont également secoués par le premier meurtre commis dans la ville depuis près de 4 ans. Dans la région du centre-ville, c'était le sentiment répandu. Dans une petite ville, lorsqu'il y a un acte de violence, le public est toujours prudent. Je crois que les habitants étaient plus prudents lorsqu'ils se rendaient dans cette région. Les gens se demandaient, est-ce que je peux sortir sans risque? Est-ce que je peux encore aller au centre-ville? Je crois que ça a créé une certaine hystérie pendant un certain temps de ne pas connaître le mobile et l'assassin. En parlant avec les employés du pub où son frère avait vu Raymond la dernière fois, la police apprend que leur victime a quitté l'endroit avant minuit pour se rendre dans d'autres pubs voisins. La police demande au public de l'aider à retracer les derniers déplacements de Raymond. Nous cherchions des gens qui auraient vu M. Cawley le soir du vendredi 1er et le matin du samedi 2 novembre. Toute personne qui aurait été en contact avec lui ou qui aurait remarqué quoi que ce soit pouvait nous appeler. Nous avions mis en place une ligne téléphonique spéciale et les médias ont parlé de nos recherches. La zone où le corps de Raymond a été retrouvé est sous étroite surveillance. Nous avons obtenu 33 mandats de perquisition généraux afin de fouiller toutes les cours et tous les toits de la zone. Nous avons arpenté les rues voisines à la recherche de douilles de balles et d'une arme de poing, de tout élément de preuve qui aurait pu être associé à M. Cawley ou à son véhicule. Il y avait 10 ou 15 agents qui nous aidaient dans nos recherches. Le chien que nous utilisions pouvait renifler des explosifs, y compris des douilles. Nous avons ratissé environ 5 pâtés de maison. Pendant les 2 ou 3 premiers jours, nous n'avons pas vraiment dormi. Nous devions travailler. Cependant, cette recherche ne révèle aucun nouvel indice. La camionnette dans laquelle Raymond a été trouvé demeure un élément de preuve clé. Nous ignorions si le véhicule avait été le lieu du crime ou s'il y avait un autre lieu du crime ailleurs. Ray avait-il été tué à l'extérieur de la camionnette puis placé dans le véhicule? C'est ce que les enquêteurs se demandaient. Après un examen initial à Timmins, la camionnette est transportée à l'unité des sciences judiciaires de la police provinciale de l'Ontario, située à Orillia. Un spécialiste des éclaboussures de sang découvre une mince pulvérisation de sang sur le pare-brise et la vitre du côté passager. Dans le toit de l'habitacle, on trouve une autre balle, identique à celle logée dans le crâne de la victime. Nous savions qu'il y avait une blessure sur le front par où une balle était sortie. Nous avions donc pensé que la balle serait dans le véhicule et nous l'avons effectivement trouvée dans le plafond. Cela confirmait donc que le véhicule était le lieu du crime. Avec l'aide de photos du lieu du crime et de l'autopsie, on peut imaginer le déroulement possible des événements. L'analyse des éclaboussures de sang a permis à la police de conclure que les balles avaient été tirées à partir du côté du conducteur, par une fenêtre ouverte
ou plus probablement par la porte ouverte. Le tireur était à une trentaine de centimètres de la tête de M. Colley et a tiré 5 fois à bout portant. En outre, le sang séché sur le visage de Raymond laisse croire qu'il a reçu les balles lorsqu'il était assis et qu'il est demeuré dans cette position un certain temps, peut-être pendant le trajet de la camionnette jusqu'à l'endroit où on l'a retrouvé. Pendant un moment, il était assis et sa tête était penchée vers la droite, alors que le sang coulait. La personne qui a conduit la camionnette et qui l'a garée ici ne voulait pas que M. Colley soit retrouvé immédiatement, afin d'avoir du temps pour fuir. Sur le volant et l'interrupteur des phares, on trouve des traces laissées par une personne ayant touché à du sang. Elles proviennent probablement de l'assassin, lorsqu'il est monté à bord du véhicule et qu'il en est ensuite sorti. À la recherche de plus d'indices, on vaporise l'intérieur de la camionnette avec de la colle à base de cyanoacrylate. À l'aide de cette colle vaporisée, les empreintes digitales sont fixées à la surface sur laquelle elles se trouvent, comme le tableau de bord de la camionnette. On peut ensuite les relever pour des fins d'identification. Ce procédé permet d'extraire quelques empreintes partielles, dont aucune n'appartient à la victime. Cependant, la police est prudente quant à leur valeur. En effet, le meurtre s'est produit durant une froide nuit d'hiver et le suspect pouvait porter des gants. En outre, il s'agit d'un véhicule de location ayant eu récemment de nombreux conducteurs, ce qui complique l'enquête. À Timmins, en Ontario, on retrouve Ray Colley sans vie dans sa camionnette. Afin de dresser une liste de suspects, la police tente de reconstituer les derniers moments de la victime, le soir fatidique. Après avoir bu avec son frère à l'hôtel Algoma, Ray s'est apparemment dirigé vers d'autres bars. J'ai établi la chronologie des événements en visitant les hôtels. Nous avons eu de la difficulté à identifier tous ceux qui étaient dans les hôtels de Timmins ce vendredi soir. Ce fut un très long processus. Nous avons interrogé plus d'une centaine de personnes. Graduellement, la police établit la chronologie approximative des déplacements de Raymond. Après avoir quitté l'hôtel Algoma, il a apparemment bu quelques verres à la taverne St. Charles, sur la même rue. Selon le barman, Ray a été approché par un habitué, Pete Castengay. Ray a payé quelques verres à Pete avec sa liasse de billets de banque avant que les deux se dirigent vers la taverne Windsor, un peu plus loin sur la rue. La police fait donc venir Pete Castengay pour l'interroger. Pete n'était pas très coopératif avec la police. Au premier interrogatoire, nous savions qu'il cachait quelque chose. Il disait ne pas se souvenir d'être allé à la taverne St. Charles ce soir-là. Puis, lorsque nous lui avons montré des photos de Raymond, il feignait ne pas le reconnaître. Pete finit par admettre que Ray lui a payé quelques verres à la taverne St. Charles, mais demeure évasif à propos de la visite à la taverne Windsor. Il a affirmé qu'il était allé à la taverne Windsor, mais qu'il ne se souvenait plus si M. Colley l'y avait suivi. Initialement, M. Castengay refusait d'admettre qu'il était assis avec M. Colley. Au même moment, le personnel de la taverne Windsor affirme que Pete et Raymond étaient assis ensemble et qu'ils ont aussi parlé avec un autre habitué, un dénommé Don LaChapelle. Beaucoup de gens ne le connaissent pas sous son vrai nom, Donald LaChapelle, mais sous son surnom, Latch. Nous savions qu'il était un habitué de la taverne Windsor. C'était un pilier de bar qui se retrouvait souvent mêlé à des histoires louches. La police apprend que Don LaChapelle a quitté la ville. Il a quitté la ville, accompagné de sa petite amie, peu après la découverte du corps de M. Colley. Disons que cela a éveillé des soupçons de culpabilité auprès des enquêteurs. Lorsqu'ils sont revenus en ville, nous les avons fait venir pour les interroger. La première fois que nous avons interrogé Don LaChapelle, il a dit qu'il était à l'hôtel Windsor et qu'il avait vu Ray Colley assis en compagnie d'un dénommé Pete.
Mais Don prétend qu'il était assis de l'autre côté du bar et qu'il n'a eu aucun contact avec les deux hommes. Toutefois, la police a de la difficulté à croire à certaines parties de son histoire. Il a aussi dit avoir entendu Pete demander 20 $ à Ray. Un vendredi soir, lorsqu'un groupe joue de la musique et que les gens parlent fort, c'est impossible d'entendre ce qui se dit à 8 tables de la vôtre. Il faut être assis à côté de la personne, à la même table pour bien l'entendre. Au cours des jours qui suivent, l'histoire évolue graduellement. Chaque fois que nous interrogions Don LaChapelle, nous obtenions un peu plus de renseignements de sa part, des bribes. Il disait que Ray était assis avec une fille et lui parlait, mais il ne savait pas qui elle était. Il a fini par dire qu'elle portait un manteau de fourrure. Malgré la profusion de nouveaux renseignements, la police a encore l'impression que Don LaChapelle et Pete Castengay gardent pour eux des renseignements clés à propos des dernières heures de Ray Carley. Lorsque je les interrogeais, ni l'un ni l'autre ne me regardaient dans les yeux quand je leur posais des questions. Ils évitaient tout contact visuel. Leurs mouvements étaient nerveux, ils étaient nerveux et c'était évident qu'ils n'étaient pas communicatifs. La police est particulièrement soupçonneuse à propos du rôle de Don LaChapelle. La police lui a demandé de participer à un test polygraphique avec un détecteur de mensonges. Il a accepté. Et selon les résultats, il était évasif. Il ne disait pas la vérité. Et cela a renforcé leurs soupçons à propos du fait qu'il ne disait pas tout ce qu'il savait. Il manquait des parties et c'était la clé. Nous devions découvrir ces parties manquantes. Nous avions une responsabilité envers la famille. Nous devions élucider ce meurtre et nous croyions que LaChapelle en était la clé. Peu après, un autre meurtre de sang-froid commis avec une arme à feu dans une ville plus au sud jettera plus de lumière sur l'affaire Ray Carley. En fait, la mystérieuse femme au manteau de fourrure a joué un rôle dans les deux crimes. Dans la petite ville de Timmins, dans le nord de l'Ontario, la police enquête sur le meurtre de Raymond Carley, âgé de 52 ans, tué par balle dans sa camionnette par une froide nuit d'hiver. La police a reconstitué ses derniers déplacements d'un pub à l'autre et a interrogé des individus, mais n'a aucun suspect sérieux. Peu après, dans la ville de Brampton, située à 8 heures de Timmins, un rebondissement change tout. Le matin du 3 décembre 1996, le conducteur d'un camion de livraison fait une macabre découverte. Martha McDonald a été retrouvée par un livreur d'eau dans un parc boisé isolé. Le livreur a aperçu le corps en bordure de la route. C'était évident qu'elle avait été tuée de balles dans la tête. Martha McDonald, 58 ans, a été tuée avec des balles de calibre 22, comme celle ayant tué Raymond Carley à Timmins. La police de Brampton ouvre une enquête pour meurtre en ratissant les lieux où le corps de Martha a été trouvé et en fouillant son domicile. Comme sa voiture est encore garée dans son entrée, la police croit qu'elle a été enlevée chez elle. Alors que la nouvelle du crime se répand, la police reçoit un indice clé. Une jeune femme revenait de son travail et elle a vu un véhicule qui roulait de façon imprévisible. Il roulait vite, s'arrêtait, puis repartait à toute vitesse. Elle a d'abord vu seulement une femme dans ce véhicule, puis un homme sur la banquette arrière, qu'elle n'avait pas vu avant. Elle ne savait pas d'où il venait et ce qu'il faisait. Mais comme le véhicule roulait de façon imprévisible et que l'homme semblait être apparu de nulle part, elle a noté le numéro de la plaque d'immatriculation qui était près d'où elle avait aperçu le véhicule suspect. Elle a donc donné le numéro d'immatriculation à la police de la région. La police découvre que le véhicule portant cette plaque appartient à une femme dénommée Robin Graves.
Robin Graves était une jeune femme qui s'était mariée à plusieurs occasions. Elle errait çà et là. Elle n'avait jamais gardé un emploi bien longtemps et n'avait pas fini l'école. Elle faisait un peu de danse et un peu de travail de secrétariat. Son petit ami se nomme Wayne Jones, âgé de 40 ans. Wayne Jones mesurait 1,85 m. Il avait les cheveux longs, blonds, grisonnants. Il était très mince, portait la moustache et était mal rasé. Il avait vécu dans différentes villes, dans plusieurs provinces. Il gagnait sa vie par des combines et de la fraude. Il n'avait jamais économisé d'argent. C'était un vagabond, un solitaire et un charmeur. Il avait eu plusieurs conjointes, mais jamais pendant bien longtemps. En plus de leur comportement louche le soir du crime, Robin Graves et Wayne Jones ont déjà été locataires chez Martha McDonald. Ils ont été évincés, ce qui constituerait un mobile possible de vengeance. La police se trouvait face à un lien important entre le véhicule qui roulait de façon imprévisible près du parc Eldorado et Robin Graves et Wayne Jones, d'anciens locataires de Martha McDonald. En espérant trouver une preuve solide reliant le couple au meurtre, la police obtient un mandat afin d'installer secrètement un dispositif de repérage et un micro dans la voiture de Robin Graves. Ils ont pu la mettre sous surveillance pendant environ une semaine. Le 13 décembre, elle conduisait le véhicule et s'approchait d'un champ non loin de Brampton. On pouvait les entendre parler. Wayne disait « Ralentis » ou « Ne ralentis pas ici, il y a une voiture derrière nous. Attention, sois prudente. Allez, fais-le. » Et elle répondait « Est-ce que je le fais d'ici ou je descends ?» Il lui a dit de descendre, et nous pouvions entendre Robin descendre du véhicule, puis y remonter en disant « Ça y est, c'est fait. » Wayne a ajouté « C'est fait et personne ne le sait, un problème de moi. » Une fois qu'ils sont repartis, dans la voiture, les policiers se sont rendus à l'endroit exact où Wayne et Robin s'étaient arrêtés et ont trouvé, dans un sac de poubelle, un revolver pouvant recevoir des munitions Winchester de calibre 22. Ils ont pu les prendre la main dans le sac, en train de jeter l'arme possible du meurtre de Martha McDonald. Robin Graves et Wayne Jones sont aussitôt arrêtés. Ils ont été aperçus dans la région au moment du crime et l'arme qu'ils ont jetée porte des traces de sang. D'autres traces de sang sont découvertes dans leur voiture. Je me souviens de l'arrestation de Wayne Jones. On pouvait voir son incrédulité. Il disait « C'est dément. D'où tirez-vous tout cela? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous délirez. » Toutefois, la petite amie de Wayne se met rapidement à table. Robin Graves a vite placé le meurtre de Martha McDonald entièrement sur les épaules de Wayne Jones. Elle a dit qu'il attendait la victime, cachée sur la banquette arrière. Alors qu'elle conduisait, il l'a attrapée et lui a tiré dans la tête à bout portant. Robin Graves soutenait qu'elle n'était pas au courant du meurtre et qu'elle ne voulait pas y être associée, qu'elle avait supplié Wayne de ne pas le faire, mais qu'il ne l'avait pas écouté. Robin enchaîne avec une révélation stupéfiante. Elle affirme que Wayne Jones a aussi assassiné un homme à Timmins. Durant l'interrogatoire, elle a également dit que Wayne Jones avait aussi tué un homme qui portait une combinaison bleue dans une camionnette rouge, qu'il avait reçu 4 ou 5 balles et que Jones lui avait volé $400. La police de Brampton appelle immédiatement les autorités de Timmins. Ils nous ont appelés pour nous demander si nous avions un meurtre non élucidé. Stupéfaits, nous avons répondu qu'effectivement, nous en avions un. Non seulement Robin Graves a-t-elle décrit l'apparence de Ray Carley et de sa camionnette, mais elle a aussi donné le nombre exact de balles tirées.
et le montant d'argent volé, deux renseignements n'ayant jamais été rendus publics. L'enquête s'est transformée en enquête conjointe entre le service de police de la région de Peel et celui de Timmins. Nous avons pris connaissance de leur dossier et avons regardé toutes leurs vidéos. Nous avons également appris que Robin et Wayne étaient partis de Brampton pour venir à Timmins avant de retourner à Brampton. Afin de faire le suivi des révélations de Robin, la police recherche des preuves concrètes reliant le couple directement au meurtre de Ray Carley. Robin prétend que le couple s'est déplacé en taxi dans les rues de Timmins le soir du crime et a été hébergé par sa tante, habitant sur la rue Toke. Les archives des taxis de Timmins révèlent qu'à 2 heures du matin, soit autour de l'heure probable du crime, quelqu'un a pris un taxi de la station de train à 2 pâtés de maison de l'endroit où la camionnette de Ray Carley a été retrouvée. La personne s'est fait conduire sur la rue Toke à l'adresse correspondant à celle de la tante de Robin. La chronologie des événements correspondait. Il était très probable que ces personnes aient pris ce taxi après avoir assassiné Ray Carley. Suite à ces nouveaux renseignements, la police se rend chez la tante de Robin pour l'interroger. Nous savions que Robin Graves et Wayne Jones avaient dormi là et nous étions Allés dans les bars. Nous avons posé autant de questions que nous le pouvions afin d'en savoir le plus possible. Pendant que je l'interrogeais, l'agent d'identification faisait le tour de sa maison avec sa permission à la recherche d'indices, de traces de sang. Le long des escaliers, on voyait des taches rouges qui auraient pu être du sang. Nous avons pris des échantillons sur la rampe, sur les murs et dans l'entrée. La police confirme que Robin Graves et Wayne Jones étaient à la taverne Windsor, où Ray Carley a été vu pour la dernière fois. Les clients se souviennent du manteau de fourrure de Robin qu'on a trouvé chez elle lors de son arrestation. Elle semble être la femme dont parlait Don LaChapelle, qu'il affirmait avoir vu parler avec la victime. Bien que Robin admette avoir été là, elle nie avoir eu un contact avec la victime et avoir joué un rôle dans le crime. Elle blâme entièrement son petit ami. D'après ce qu'elle affirmait, elle était partie du bar avec Wayne Jones et ils marchaient ensemble lorsqu'un incident est survenu. Elle a raconté qu'elle marchait dans la ruelle quand Jones a dû aller se soulager. Elle a continué à marcher et elle a entendu 4 ou 5 coups de feu. Wayne lui a dit qu'il avait tué un gars en lui tirant dans la tête et qu'il lui avait volé $400. Elle ignorait que cela allait arriver. Elle ne connaissait pas Ray Carley et elle était sortie du bar en compagnie de Jones uniquement. Les échantillons prélevés chez la tante de Robin ne sont pas du sang. Mais Don LaChapelle révélera finalement tout ce qu'il sait et fera la lumière sur ce qui s'est vraiment passé à la taverne Windsor avant l'assassinat de Ray Carley. Janvier 1997. À Brampton, en Ontario, Robin Graves et Wayne Jones ont été arrêtés pour le meurtre de Martha McDonald, une femme de la région. Au même moment, ils sont les principaux suspects du meurtre de Raymond Carley, un prospecteur de la ville de Timmins, plus au nord. Tandis que Robin prétend que Wayne a agi seul, un témoin clé offre maintenant une version différente des événements. Don LaChapelle, aussi connu sous le surnom de Latch, se trouvait au bar où Ray Carley a été vu pour la dernière fois. Comme Graves et Jones sont désormais en détention préventive, il accepte maintenant de parler à la police. Il a fini par admettre qu'il nous dirait la vérité, qu'il devait se vider le cœur. Selon LaChapelle, Ray Carley et Pete Castengay sont arrivés à la taverne Windsor et se sont assis ensemble à une table. Ray se sentait seul et cherchait une femme pour passer la soirée avec lui. Pete s'est levé et est venu demander à Don s'il connaissait une femme qui serait intéressée. Il a demandé à Donald LaChapelle s'il connaissait quelqu'un qui serait intéressé. Je crois qu'il a même demandé à la femme qui accompagnait LaChapelle, mais elle a répondu non.
C'est à ce moment que Robin Graves est arrivée à l'hôtel Windsor et s'est assise à la table à côté de celle de Ray. Elle l'a entendu dire qu'il aimerait être avec une femme. Robin a fait signe à Don LaChapelle pour qu'il sorte en parler. Elle est sortie dans le hall de l'hôtel et elle a demandé à Latch si M. Cawley cherchait de la compagnie, s'il était de la police, s'il était armé et s'il avait beaucoup d'argent. Latch a répondu qu'il ne le savait pas. Ils sont revenus dans le bar et ont posé les questions à Ray et à Pete. Ray avait de l'argent et il cherchait de la compagnie pour la nuit. Don LaChapelle rencontre à nouveau Robin Graves dans le hall de l'hôtel. Cette fois-ci, Wayne Jones est présent. C'est à ce moment que Don a rencontré Wayne Jones. Tout ce que Robin lui a dit, c'est « Voici mon ami Buddy ». Buddy a ouvert son manteau pour montrer une arme de calibre 22 dans son étui et a dit « Cette arme est très fiable et nous allons nous occuper de lui ». Don fait partie du milieu interlope et il croit que l'homme va simplement voler Ray. Robin Graves est retourné dans le bar. Et peu après, certains l'ont vu qui découvrait ses épaules, probablement dans le but d'émoustiller M. Cawley, qui est sorti du bar Windsor avec elle vers 1h30 du matin. C'est la dernière fois qu'il a été vu vivant, quand il est sorti du bar avec Robin Graves. Ils se sont probablement dirigés vers la camionnette de Ray et Wayne Jones les aurait suivis. Don LaChapelle continue en disant qu'il a quitté la ville à l'annonce du meurtre car il craignait pour sa vie. Il nous a dit qu'il craignait que le gars soit lié au crime organisé. Jusqu'à ce que Jones soit arrêté et en détention préventive, Don LaChapelle ne nous a pas dit la vérité, toute la vérité. Il a sûrement ressenti un sentiment de culpabilité de n'avoir pas empêché ce meurtre. Au même moment, la police découvre des preuves tangibles qui associent Wayne Jones directement au meurtre. On a envoyé les vêtements qu'il portait au moment de son arrestation au Centre des sciences judiciaires de Toronto. Le pantalon a été examiné et au-dessus du genou se trouvait une tache à peine perceptible. On a analysé cette tache et c'était du sang. Le sang de Ray Cawley, en fait. L'ADN correspondait. C'est cette tache de sang qui a associé Wayne au meurtre de Ray. Il y a eu deux éléments de preuve cruciaux dans cette enquête. Premièrement, la récupération de l'arme. Et deuxièmement, le jean que portait Wayne Jones, sur lequel se trouvait du sang. C'était la cerise sur le gâteau. Comment pouvait-on justifier cela? La police croit que Robin Graves a attiré Ray Cawley à l'extérieur du bar, mais que Wayne Jones a été celui qui l'a tué. Compte tenu des preuves, la police accuse Robin Graves et Wayne Jones du meurtre au premier degré de Ray Cawley. Robin conclura une entente avec la couronne. Nous portons notre attention sur le tireur. Nous voulons la personne qui a appuyé sur la détente. La couronne a fait une entente avec Robin Graves et son équipe de défense. Elle a été reconnue coupable d'homicide involontaire et condamnée à 8 ans pour le meurtre de Ray Cullen à Timmins. Wayne Jones subit son procès en 1999. La famille de Ray Cawley y assiste. Je suis heureuse d'y être allée tous les jours. J'ai pu entendre toute l'histoire, du début à la fin. Qui était impliqué, du gars qui l'a tué,
jusqu'à la fille qui l'accompagnait et tous les gens qu'ils ont interrogés. Je me suis sentie mieux quand j'ai su ce qui s'était passé. Malgré les preuves accablantes qui pèsent sur lui, Wayne Jones maintient qu'il est innocent et montre peu d'émotion. Il était assis là et il ne disait rien. Il ne bougeait pas. Je le regardais, mais il ne s'est jamais retourné. Il n'a exprimé aucun remords. Rien. J'ai rencontré Wayne Jones et en regardant dans ses yeux, j'ai vu qu'il n'y avait rien. C'était vide. Cet individu n'avait aucune conscience. Le 29 novembre 1999, Wayne Jones est reconnu coupable du meurtre au premier degré de Raymond Cawley et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Je me souviens d'avoir ressenti un soulagement pour la famille. J'ai regardé la famille et j'ai vu sa réaction. On dirait qu'un piano venait d'être enlevé des épaules de ces gens. Quel fardeau. C'était fini pour eux. C'était une bonne sensation. Ray était un bon ami. Il était mon frère, mais il était aussi plus ou moins mon meilleur ami. Lorsqu'au bout du compte, vous êtes capable de reléguer un tel individu aux oubliettes pour une très longue période, c'est gratifiant. C'est une récompense dans votre carrière de policier. Wayne Jones reçoit également une peine de prison à vie pour le meurtre de Martha McDonald à Brampton. Robin Graves, en plus de sa première condamnation de 8 ans, devra passer 5 ans supplémentaires en prison pour complicité après le fait. Plusieurs croient que leur arrestation a sauvé la vie d'autres victimes potentielles. Le mobile du meurtre de Raymond Cawley était la cupidité et la conservation de soi. Ça ne les dérangeait pas d'enlever la vie à cet homme pour, comme Jones l'a dit lui-même, quelques malheureux $350. Ray Cawley ne menaçait personne. Il aurait pu être facilement dévalisé par n'importe qui ce soir-là. Lui avoir tiré 5 balles à bout portant était de la violence gratuite. Le meurtre de Martha McDonald était tout aussi absurde. Ils l'ont choisi parce qu'il avait de l'argent dans sa poche? Parce qu'il était seul? J'aimerais qu'il soit ici pour me voir avec les garçons, car c'est ce qu'il a manqué. Il a manqué mon mariage. Il n'a pas connu les garçons. Il aurait adoré les garçons. Et mon plus jeune est son portrait tout craché. Il est pareil.